heureusement. Je fais juste un petit coucou à Astronico qui est parmi nous. Coucou. Je sais pas si tu connais Astronico sur TikTok qui est très actif. Il fait beaucoup de live télescope et de microscope. Je suis abonné d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, je te lui fais un petit coucou. Euh, Ensuite, ouais, si tu as déjà vu des questions. Alors, qui est... pouf, pouf, pouf. Qu'est-ce qu'on a? Oh, des commentaires gentils. C'est écrit quoi sur le mug de Sébastien? C'est écrit le Sense of Wonder et vous pouvez le retrouver sur notre page Teespring. Voilà. Pardon, je vais Au t'en prie, passage, pour soutenir la c'est chaîne. l'anniversaire de Saphir Bleu. Bah, bon anniversaire, Saphir Bleu. Joyeux anniversaire. Ça boit quoi à cette heure-ci, un astrophysicien? Ça boit une infusion nuit, calme. Voilà, je suis vieux. J'en ai pris quand je travaillais de nuit. Ah, parfait. On peut voir quelle planète aujourd'hui? Eh ben, bonne question, je l'ignore. Par contre, je sais où tu peux trouver la réponse. Tu peux trouver la réponse sur un truc qui s'appelle Google Sky Map. C'est une application que tu peux télécharger sur ton téléphone et qui te donne le ciel que tu peux voir toutes les nuits. Et ça marche avec l'accéléromètre de ton téléphone, donc si tu le pointes dans la bonne région du ciel, bon, il faut mettre ton GPS, il faut activer, mais il va savoir exactement où est dans quelle direction tu regardes, et ça va pouvoir te donner tous les soirs les planètes que tu peux voir. Voilà, si tu vois un point lumineux dans le ciel et que tu sais pas ce que c'est, tu vas sur Google Sky Map et tu vois ce que tu vois. Astronico nous dit Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune Voilà. actuellement. En plus, on a la réponse, c'est parfait. Ah, j'ai une question. Tu pourrais expliquer la relativité générale? Ah oui, ben en très court alors. Oui, 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 bien sûr. Il est très simple. Alors, non, mais je vais vraiment le faire. La relativité générale, ça part d'un monsieur qui s'appelle Albert Einstein, qui, au début des années 15-20, au début du XXe siècle, euh, il essaie de comprendre en fait comment est-ce que les objets de l'univers bougent. Les objets, je parle des étoiles, des planètes, des galaxies, etc. Et donc voilà, donc il se demande par quel moyen elles bougent. Il y a un monsieur 400 ans plus tôt qui s'appelle Newton qui disait que voilà, on a les planètes qui s'attirent entre elles par une espèce de force mystérieuse, une action à distance qui les fait se rapprocher, s'attirer. Donc cette force, on appelle ça la gravitation. Et Einstein, il s'est dit en fait, et si c'était pas une force en fait, et si l'espace, c'était pas une espèce de théâtre dans lequel se déroulait le spectacle du monde, mais plutôt une espèce de toile élastique sur lesquelles les objets se bougeaient. Et en fait, il a complètement repensé notre concept d'espace et de temps. Et il s'est dit, et si je mettais l'espace et le temps dans un même objet mathématique pour pouvoir décrire les choses du monde? Donc ça a été un truc vraiment brillant. C'était la première fois qu'on liait l'espace et le temps de manière aussi inextricable. Et à partir de ça, en fait, il arrive à faire des prédictions absolument ouf sur le mouvement des planètes, notamment sur le mouvement de Mercure, sur le mouvement. Voilà, c'est ça enfin, c'est le fait qu'on ait pu prévoir très très précisément le mouvement de Mercure, ce qu'on n'arrivait pas à faire avec la théorie de la gravitation de Newton. Il fallait considérer voilà, le mouvement de Mercure dans le concept théorique de la relativité générale, dans le cadre théorique de la relativité générale. Et en fait, pour avoir une espèce d'image mentale de ce que je veux dire quand je parle d'espace élastique, il faut vraiment imaginer ça comme une espèce de toile, une éponge, voilà, comme une éponge sur lesquelles vous mettez des petites billes. Et quand vous mettez une bille, elle est massive, donc elle va courber l'éponge. Et en fait, c'est ça qui se passe. C'est comme si les choses de la réalité étaient dans une espèce d'éponge. Et quand on met de la masse dans cette éponge, ça distord l'éponge et ça détermine le mouvement des astres qui se trouvent autour de ces objets. Donc c'est comme si vous mettiez sur un trampoline des boules de bowling et que vous faisiez rouler ces boules de bowling, et ben elles vont agir, elles vont se mouvoir comme des planètes autour du Soleil.
Et c'est ça le génie d'Einstein, c'était ça la relativité générale, c'était de comprendre dans un cadre complètement nouveau, qui n'avait jamais été vu avant, le C'est ça, mouvement oui, c'est ce qu'il faut de se planètes. dire, c'est que nous aujourd'hui, ça peut pas paraître logique, mais on est habitué maintenant à ce concept, on va dire. Mais à l'époque, oui, c'était totalement nouveau. C'était justement le coup de génie d'Einstein. Et oui, aujourd'hui, ça reste notre théorie favorite pour décrire le mouvement des astres. Alors, il y en a qui disent qu'elle n'est pas parfaite, hein, parce qu'il y a plein de choses qu'elle n'explique pas encore, notamment quand on s'intéresse aux choses très très petites, à l'échelle des atomes ou des particules élémentaires, la relativité générale, elle ne dit pas grand-chose. On n'arrive pas, par exemple, à savoir si on a un tout petit volume d'espace de la taille d'un atome ou beaucoup plus petit qu'un atome, comment ce volume d'espace se comporte. Ça, on ne sait pas. Est-ce que l'espace il est quantifié? Est-ce qu'il y a des pixels d'espace, par exemple? Ça, c'est un truc, une idée que certains chercheurs ont. Voilà, il y a plein d'idées un petit peu partout, mais la relativité générale, elle s'intéresse surtout aux choses de l'infiniment grand. Et aujourd'hui, elle n'arrive pas à prédire le comportement des choses de l'infiniment petit. Alors ça, c'est une autre théorie, c'est là qu'on appelle la mécanique quantique, qui marche très 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 bien aussi pour décrire le mouvement des particules, enfin le comportement des particules élémentaires, des atomes et des molécules. Donc ça, on arrive très très bien à faire ça. Mais on n'a pas encore une espèce de théorie qui mettrait dans un même cadre mathématique les résultats de la relativité générale et les résultats de la mécanique quantique ensemble. Et aujourd'hui, il y a des gens qui essaient de trouver ça. Alors, il y a peu d'objets dans l'univers qui nous permettent d'étudier ça, hein, mais un de ces objets, c'est les trous noirs. Donc, c'est des espèces de régions de l'espace-temps qui sont tellement compactes que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Et on va en parler du trou noir. Volontiers. Et il se trouve que ces objets, ils font intervenir à la fois de la physique de l'infiniment petit et de la physique de l'infiniment grand, parce qu'ils sont issus en général de la mort d'étoiles massives. Et donc voilà, c'est des astres qui sont à la fois très très compacts, qui mettent beaucoup de matière dans un très petit volume, et à la fois des trucs qui sont très 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 gros et qui ont une influence sur des très très longues distances. Donc ça intéresse beaucoup les astrophysiciens qui s'intéressent à concilier mécanique quantique et relativité générale. Et ça, c'est assez. C'est pas ce qu'on essaie de quantifier la relativité générale, c'est ça? Exactement, de quantifier l'espace-temps. Voilà. Et celui qui arrivera à faire ça aura sûrement plusieurs prix Nobel. Oui, celle, absolument. Oui, ou celle, oui, bien sûr. Bien sûr. Ma foi. Si tu as une question, vas-y, sinon on partira sur un autre sujet. Alors, tiens, il y en a un qui demande, on peut pas créer des trous noirs expérimentaux sur Terre? Simon HB0. Alors, on pourrait théoriquement créer des trous noirs expérimentaux sur Terre, hein. Il y a des gens qui essaient de faire ça. Alors, il faut savoir qu'un trou noir, ça peut être fait de... Enfin, t'as pas besoin d'être une étoile pour former un trou noir, hein, en tout cas dans la théorie. Tu pourrais prendre la Terre, mettre tout le volume de la Terre, la comprimer, si tu étais un vrai super vilain, tu la comprimes dans le volume d'un petit pois, et si tu fais ça, tu as un trou noir. Voilà. Donc déjà, il faut faire ça. C'est pas facile. Il faut un gros compacteur de matière quand même. Donc c'est pas facile de créer un trou noir en pratique. Par contre, il y a des gens qui pensent qu'il y a des espèces d'objets un peu spéciaux qu'on appelle des mini trous noirs, des micro-trous noirs. Et ils essaient de faire ça dans des accélérateurs de particules, notamment en Suisse. On en a un, c'est le plus gros accélérateur de particules au monde, ça s'appelle le CERN, et ça projette des particules à des vitesses très très proches de celles de la lumière, donc ils les font collisionner à des très très grosses vitesses, et les résultats de cette collision, ça porte la matière à des densités très très fortes, et il y a certaines personnes qui pensent qu'on peut générer des mini-trous noirs à partir de certaines de ces collisions, si elles sont suffisamment énergétiques. Alors, ça fait un moment qu'on les cherche, ces mini trous noirs, mais personne ne les a trouvés jusqu'à présent. Il y a même des gens qui pensaient que... Enfin, il y a même des gens. Il y a beaucoup de presse, beaucoup de médias sensationnalistes qui pensaient que ce serait un truc dangereux parce que, voilà, ça aspirerait l'intégralité de la Terre. En fait, c'est pas du tout... On en avait écouté parler, oui. Ouais. Ils en avaient pas mal parlé. Je me souviens, j'étais au lycée encore. Oui. Ils en parlaient que la Terre allait disparaître dans un trou noir.
C'est ça. Et c'était, enfin, maintenant c'est un peu rigolo, mais il y avait vraiment des craintes qui semblaient, voilà, enfin, pour certaines personnes, elles avaient vraiment peur voilà, des conséquences de cette expérience. En pratique, même si ces micro-trous noirs existent, ce sont des trous noirs qui sont instables, donc qui vont s'effondrer très rapidement. Parce que plus un trou noir est petit, un trou noir il dure pas éternellement en fait. Plus il est petit, plus il éjecte de l'énergie. Voilà, c'est un peu. Selon la relativité générale, ils éjectent pas d'énergie, mais si on rajoute des calculs de mécanique quantique, ils éjectent quand même des trucs. Et quand ils éjectent des trucs, ils deviennent de plus en plus petits et ils finissent par exploser. Donc C'est Hopkins qui avait. C'est le rayonnement Hopkins, c'est ça? Exactement, exactement. Et alors ça, c'est censé être. Pour un gros trou noir, c'est censé être très négligeable, mais pour un petit trou noir, ça en émet beaucoup plus. Et en pratique, ils s'effondrent très rapidement sur eux-mêmes et ils survivent pas très longtemps. Mais on sait même pas s'ils existent en fait. Ça, c'est des trucs qui sont prédits par la théorie. On a essayé de les détecter par l'expérience et pour l'instant, on n'a pas réussi. Donc, en général, ça veut dire que la théorie, elle a besoin d'être corrigée, mais ça demande l'effort de plein de gens. Voilà. Ou un gros coup de génie, mais. Ou un gros coup de génie. Ça arrive aussi. Oui. Ça arrive. Ah, il y a Florent qui dit le Saint-Sauveur, une des meilleures chaînes YouTube. C'est très gentil. Merci beaucoup. Je pense pareil. C'est adorable. Combien de comètes dans le système solaire? Ordre de grandeur. C'est une excellente question. Je ne sais pas. Je sais que j'ai un nombre d'astéroïdes. Le nombre d'astéroïdes qu'il y a entre Mars et Jupiter, c'est de l'ordre de quelques millions. Ah ouais, je pensais plus. Ouais, c'est quelques millions. Après, les comètes, en fait, elles sont dans une espèce de nuage, de petits blocs rocheux et glacés qu'on appelle le nuage d'Oort, donc O-O-R-T, du nom du mec qui l'a théorisé. Et ça forme une espèce de boule. Ce n'est pas encore prouvé comme nuage. Pardon? L'existence de ce nuage n'est pas encore prouvée. En fait, on arrive. En fait, c'est des objets qui sont très très loin et très très peu lumineux, donc les voir de manière directe, c'est difficile. Par contre, on a certains visiteurs qui viennent du nuage de Oort, et ces visiteurs, c'est ce qu'on appelle des comètes à période longue. Donc, c'est des trucs qui viennent dans notre système solaire et qui se rapprochent du Soleil. Et donc, quand elles se rapprochent du Soleil, c'est des grosses boules de. Alors, avant, on appelait ça des boules de neige sale, mais maintenant, on appellerait plutôt ça des boules de poussière enneigées, parce qu'il y a plus de poussière que de neige. Et en fait, c'est ces boules de poussière qui se sont collées les uns aux autres avec de la glace. Quand ils arrivent près du Soleil, la glace va se transformer en gaz, en vapeur d'eau, ou en vapeur de CO2, enfin voilà, en vapeur quoi. Et ça va former des longues queues qui s'étalent parfois sur des dizaines de millions de kilomètres et qu'on arrive à voir depuis la Terre, et on appelle ça une comète. Voilà, c'est ça les comètes. Et ces comètes, de ces comètes, c'est ce nuage d'Oort qui est situé à peu près une année-lumière de la Terre. Mais on n'y est pas allé. Pas près d'y être. Non, même si Voyager 1 est en route, malheureusement, on ne le verra pas de notre vivant. C'est ça. Pour traverser le nuage d'Oort avec le Voyager 1, je pense qu'il faudrait plusieurs dizaines de milliers d'années. Voilà, donc on n'y est pas. Malheureusement. Et après, il y a aussi la ceinture de Kuiper aussi, oui. La ceinture de Kuiper, ouais, tout à fait. Qui est plus proche que le nuage d'Oort, mais qui se situe au-delà de l'orbite de Neptune. Donc à partir de l'orbite de Neptune, tous les objets qui sont au-delà de cette orbite-là sont considérés comme des objets de la ceinture de Kuiper. J'avais une question aussi sur une question. Si tu peux en parler, justement, on parlait de ce fameux ceinture d'astéroïdes qu'il y a entre Mars et Jupiter. Ouais. On me dit souvent que c'est une ancienne planète qui aurait explosé. Donc je te laisse expliquer que non. Voilà, alors déjà non. Il y a peut-être des planètes qui... En fait, ok.
je pars du début. Comment est-ce que le système solaire s'est formé? Le système solaire, il s'est formé lorsqu'un gros nuage de gaz et de poussière a commencé à s'effondrer sur lui-même sous l'effet de la gravitation. Au centre de ce nuage, la matière a été portée à des températures telles qu'il y a eu des réactions de fusion nucléaire à l'intérieur. Ça a donné notre Soleil. On est tous contents d'avoir notre Soleil. Et lorsque ce Soleil s'est formé, il s'est mis à tourner de plus en plus vite sur lui-même. Et c'est comme une boule de pâte à pizza quand vous la faites orbiter, enfin quand vous la faites tourner, quand vous faites tourner une boule de pâte à pizza, elle va finir par s'aplatir et former un disque. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le Soleil et son environnement de gaz et de poussière. Donc ça a formé un disque qu'on appelle un disque protoplanétaire dans le milieu, parce que ça va former des planètes plus tard. Et donc au départ, on a ce disque de petits de gaz et de grains de poussière qui se sont accumulés les uns aux autres. Et au fil des millions et des milliards d'années, ça a formé des planètes. Et tout ce qu'on considère être des astéroïdes, ce sont les rémanents de ces grains de poussière qui se sont agrégés les uns aux autres, mais qui n'ont pas pu former des planètes. Il se trouve qu'il y a eu une période de l'histoire du système solaire où on avait des embryons de planètes qui étaient très très gros et qui étaient tellement gros qu'ils finissaient par collisionner les uns aux autres. On pense que c'est ce qui a donné la Lune, notamment. Avec Theia, c'est ça. Voilà, c'est un objet de la taille de Mars qu'on appelle Theia, de manière un peu informelle, qui aurait collisionné la Terre il y a 4,5 milliards d'années. Et donc ça aurait éjecté Enfin, la collision a été tellement violente que ça aurait éjecté une partie de la Terre. Et cette partie de la Terre, ça aurait formé un disque autour de la Terre. Et en quelques semaines, voire quelques mois, ce disque de débris se serait rassemblé sous l'effet de sa gravité pour donner la Lune. Et c'est comme ça qu'on pense que la Lune s'est formée. Aujourd'hui, dans la ceinture d'astéroïdes, on trouve des objets qui ont presque la taille d'une planète. On les appelle pas des planètes parce qu'elles n'ont pas nettoyé leur orbite autour, donc on appelle ça des planètes naines, comme Pluton. Et donc on en a un. Pluton aussi. Voilà. On en a un qui est particulièrement intéressant, qui s'appelle Cérès. Et Cérès, c'est une grosse boule, voilà, c'est une planète, petite planète, qu'on trouve dans la ceinture d'astéroïdes. Et on a même envoyé des sondes là-bas. On avait vu, voilà, il y a des trucs bizarres sur Cérès. Il y a une espèce de point blanc. On sait pas trop ce que c'est. Alors peut-être qu'on sait maintenant. Moi, quand j'ai regardé, on savait pas. Mais en tout cas, voilà, c'est peut-être du sel, peut-être de la neige. On sait pas. En tout cas, il se passe des trucs rigolos sur Cérès. Et voilà, on en connaît 5 des planètes naines dans le système solaire, je crois. Ouais. C'est ça. Et donc voilà. Donc, ce n'est pas une planète. Les astéroïdes ne sont pas des planètes qui ont été détruites, mais ce sont des trucs qui n'ont jamais pu devenir une planète. Donc voilà, ils ont raté leur vie de planète, si on veut. C'est des restes, quoi. C'est des restes, voilà. Des trucs qui n'ont pas été mangés par le Soleil au fil de l'histoire du système solaire. Du coup, Pluton, oui, on me demande souvent, selon toi, est-ce que Pluton est toujours considéré comme une planète? Donc, on pourrait peut-être expliquer la petite histoire de la découverte de Pluton par Klein Tombaugh, si je ne me trompe pas. Tout à fait. D'ailleurs, j'en ai fait un TikTok, donc si vous voulez aller voir, si vous voulez vous abonner à ma chaîne TikTok, vous pouvez trouver sur Klein Tombaugh et sur comment est-ce qu'on a découvert. Et donc voilà, donc ce monsieur américain Clyde Tombaugh, un jour il observe des clichés d'une région du ciel, et donc il observe c'est des clichés un peu chiants, hein, il regarde deux clichés pris à des intervalles de temps différents. Donc c'est la même région du ciel avec les mêmes étoiles, et puis sur un des clichés, il voit qu'il y a une étoile qui devrait pas être qui est pas au bon endroit, donc qui a bougé entre temps. Il dit tiens, c'est un truc vachement bizarre, donc il devrait y avoir un truc à ce niveau-là, donc il fait les calculs, et effectivement, quand il pointe son télescope, il découvre Pluton. Et donc c'est comme ça que Pluton a été découvert dans les années 20. Pendant très longtemps, on savait pas grand-chose sur Pluton, hein, on n'y était jamais allé. Et il a fallu attendre la mission New Horizons de la NASA, qui a fait le premier survol de Pluton, et donc qui a fait les premiers clichés rapprochés de Pluton. Alors ça a donné des images assez renversantes, hein. Moi je me rappelle en 2015, quand on voyait les premières images de Pluton, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et donc allez sur Google Images, tapez Pluton New Horizons, et vous allez tomber sur des images absolument fantastiques qui sont des vraies images de Pluton.
avec une espèce de cœur sur la surface de Pluton. Donc c'est des trucs envoyés à la Saint-Valentin. Je pense que c'est toujours de très bon goût. Et donc voilà, donc à partir de ce moment-là, quand on s'est rapproché de Pluton, on a découvert que Pluton était entouré de plein d'objets qu'on a pu imager de manière plus ou moins rapprochée. Et en fait, bon, ça, on savait qu'ils existaient depuis avant. Il y a eu une grande discussion, notamment en 2006, parce que voilà, Pluton est entouré d'un système de 5 ou 6 objets. Autour de l'orbite de Pluton, il y a plein de choses autour. Et ça, c'est pas ce qui arrive. Notamment Charon, qui est bien balèze par rapport à Pluton d'ailleurs. Ouais, exactement. Et en fait, leur orbite, elle est rigolote parce que si tu prends l'orbite de la Terre par rapport à la Lune, la masse de la Terre, elle est tellement grosse que la Terre, elle bouge pas énormément quand elle se fait orbiter autour par la Lune. Par contre, Charon et Pluton, ils ont le même ordre de grandeur de masse, je crois. Ce qui fait que le centre de gravité entre les deux corps, il est au-delà de Pluton. Donc c'est un système qui bouge de manière assez renversante. Et en fait, en 2006, la communauté internationale astronomique s'est posée et s'est demandé, bon alors, est-ce qu'on considère Pluton comme une planète ou pas? Parce que ça pose plein de problèmes de considérer Pluton comme une planète. En pratique, si on considère Pluton comme une planète, on doit considérer plein d'objets de la ceinture de Kuiper, qui font à peu près la masse de Pluton, comme des planètes. Et donc, au lieu d'apprendre les 8 planètes du système solaire, comme on le fait aujourd'hui, on apprendrait les 200 planètes du système solaire à l'école. Et ça pose un petit problème quand même. Il n'y a pas vraiment de moyens mnémotechniques là, ça commence à devenir un peu embêtant. Ça va être compliqué, ouais. Donc ils se sont dit, bon, c'est peut-être mieux de redéfinir la notion de planète, parce qu'au final, les catégories qu'on utilise, ça vient pas de la nature, ça vient du langage de l'humain. Donc à partir de quand s'arrête une planète, à partir de quand commence une lune, ce genre de truc, on a besoin de mettre des normes un peu arbitraires. Et donc, pour des raisons pratiques, en 2006, la communauté astronomique internationale a redéfini le statut de planète. Et donc, ils se sont basés sur 3 critères pour définir une planète. Il faut qu'elle soit suffisamment massive. Enfin, pour qu'un objet soit considéré comme une planète, il faut que cet objet soit suffisamment gros pour que les forces de gravité soient symétriques, donc le transforme en un objet rond. Donc, si vous avez un truc en forme de patate, ce ne sera pas une planète. Il faut aussi qu'elle tourne autour du Soleil, parce que si elle ne tourne pas autour du Soleil, c'est une exoplanète, hors de notre système solaire. Et il faut aussi qu'elle ait nettoyé son orbite autour, qu'elle n'ait pas plein de petits cailloux qui se baladent proche de son orbite. Et c'est ça que Pluton n'avait pas. En fait, les objets qui se trouvent autour de Pluton, ça veut dire qu'elle n'a pas nettoyé son orbite. Parce que sinon, elle est ronde et elle orbite autour du Soleil, donc ça, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est le fait qu'on ait mis ce 3e critère qui a fait qu'on ne peut plus aujourd'hui considérer Pluton comme une planète. On dit qu'elle a été rétrogradée en tant qu'au statut de planète naine, comme Cérès. Donc voilà. Et du coup, l'homme invisible visible dit, et les Américains n'étaient pas trop d'accord car c'est eux qui avaient trouvé Pluton. Absolument. Il y a eu un gros mouvement. Les Américains, dès qu'il y a du changement, ils n'aiment pas trop en général. Donc, en plus, c'est les Américains dans leur temps. Oui, en plus, c'était vraiment une fierté. Par exemple, j'ai une anecdote. Walt Disney, qui était aussi fan d'astronomie, a nommé le chien de Mickey, que tout le monde connaît, au nom de Pluton, justement. Enfin, de Pluton. Voilà. Donc, c'était vraiment une fierté nationale. Hein. C'était... Alors, qu'est-ce qu'on a? On me parle pas mal des trous de verre ou des trous blancs. C'est vrai qu'on est obligé d'y passer. On est obligé d'y passer. Alors, allons-y, hein, moi je suis chaud. Alors, un trou de verre. Est-ce qu'on commence par les trous noirs, du coup Est-ce que... Ouais. Alors, j'ai déjà un petit peu parlé de trous noirs. Peut-être qu'il y a des gens qui arrivent, donc il faudra peut-être redéfinir. Donc, un trou noir, on définit ça comme une région de l'espace-temps qui est tellement compacte, tellement dense, que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Donc il se trouve que plus vous avez un objet qui est compact, plus c'est difficile d'échapper à sa gravité. Donc si vous étiez aujourd'hui pour vous extraire de la gravité terrestre, il vous faut une fusée qui est capable d'aller à 11 km par seconde. Ça c'est ce qu'on appelle la vitesse de libération. Par contre, c'est énorme. Pardon ?
Ce qui est déjà énorme. Hein, Il est déjà énorme, absolument. Mais si vous étiez sur Jupiter, eh ben, il vous faudrait une vitesse beaucoup plus énorme pour vous extraire de sa gravitation, parce que Jupiter est beaucoup plus massif. Et il se trouve que si vous mettez suffisamment de masse dans un tout petit volume, eh ben, c'est comme si vous avez un truc très très massif tout court, et ce serait très difficile de vous échapper de sa gravité. Et si on pousse ce raisonnement au plus loin, on peut arriver à trouver des objets dans l'univers qui sont tellement compacts que même la lumière, donc le truc qui va le plus rapidement de l'univers, donc qui va à 300 000 km par seconde dans le vide. Seconde. Donc, forcément, à kilomètre/heure, non, c'est par seconde. Hein, ouais, c'était 10 000. Merde, j'ai oublié. Zut, c'est fou ça. Oui. Non, j'ai le truc pour l'année-lumière, mais j'ai plus le. Enfin, en gros, ça fait 7 fois et demi le tour de la Ça Terre. va arriver en commentaire. Je fais confiance à la communauté pour trouver la réponse. Combien, du coup, fait 300 000 km par seconde en kilomètre/heure. Voilà, ça c'est assez facile, il suffit de le taper sur Google, il n'y a pas de souci. Et du coup, voilà, donc même sur un trou noir, un rayon de lumière qui essaie de s'en échapper, il ne peut pas parce qu'il n'est pas assez rapide. Donc en gros, on peut le définir comme ça. Et il se trouve que les trous noirs, on sait que ça existe, hein, on en a même photographié un en 2018 avec un projet incroyable qui s'appelle l'Extremely Large Telescope, qui a combiné plein d'observatoires du monde entier dans une galaxie très lointaine. Et qui a observé la silhouette de ce trou noir. Donc maintenant, on peut les imaginer. J'avais suivi le live en plus. Moi, j'ai un très bon souvenir de cette photo qui est apparue. Très très grand moment. On a vécu des très beaux moments, n'empêche, ces dernières années en termes d'astronomie. C'est vrai. Et c'est pas fini. C'est pas fini, loin de là. Et donc voilà, donc il se trouve que donc les trous noirs, on sait que ça existe. Mais la relativité générale, donc le cadre théorique qu'on utilise pour décrire le fonctionnement d'un trou noir, il se trouve qu'elle prédit aussi d'autres objets qu'on n'a pas encore observés jusqu'à présent. Et par exemple, dans les calculs, on peut imaginer des objets qui, au lieu d'attirer des trucs qui ne peuvent pas sortir du trou noir, on peut théoriser l'existence d'un truc qui ne peut pas contenir de matière, mais qui est obligé d'éjecter de la matière. Et ça, les astrophysiciens ont appelé ça des trous blancs. Alors, à un moment, on observait des trucs vraiment bizarres au centre des galaxies, des espèces de grandes bouffées d'énergie au centre des galaxies. On ne savait pas trop ce que c'était. Et il y en a qui se sont dit, est-ce que ce serait pas ça un trou blanc? Mais ensuite, on les a regardés de manière avec des meilleurs télescopes. Et on a étudié leurs propriétés. Et en fait, ils n'ont pas du tout les propriétés d'un trou blanc. En fait, ce sont des trous noirs qui sont entourés d'un disque de matière et qui mangent de la matière autour d'eux. Et en fait, autour de ces trous noirs vont se former un disque de gaz et de poussière qui est chauffé à plusieurs dizaines de millions de degrés, voire à plusieurs milliards de degrés pour certains. Et ça émet des quantités phénoménales d'énergie. Ça crée même des champs magnétiques absolument renversants, et ça fait des espèces de jets qui éjectent de la matière hors des galaxies. Donc c'est des jets complètement immenses. Et donc voilà, ça on appelle ça des noyaux de galaxies actifs. Ou si vous êtes dans le milieu et que vous voulez vous la péter en soirée, vous dites AGN pour Active Galactic Nucleus. Et donc en fait voilà, ce sont ces trous noirs qui accrètent beaucoup de matière et qui éjectent de la matière par leur pôle. Et donc ça c'est super intéressant, mais c'est pas un trou blanc. Et donc pour l'instant on pense que les trous blancs ça n'existe pas. Dans les calculs, c'est facile, il suffit de mettre des moins là où ça passe bien, et ça marche mathématiquement. Mais ça ne veut pas dire que si mathématiquement il y a quelque chose, ça ne veut pas dire que ça existe en vrai. Il y a plein de choses qui existent mathématiquement et qui n'existent pas dans la vraie vie. Donc voilà. Et il y a un autre concept qu'on peut imaginer, qu'on appelle les scientifiques appellent ça un pont Einstein-Rosen, mais dans la culture populaire, on appelle ça un trou de verre. Et donc un trou de verre, c'est censé être le lien entre un trou noir et un trou blanc. Et donc c'est des espèces de raccourcis dans l'espace-temps que la théorie d'Einstein prédit dans ses calculs, et dont l'histoire est assez rigolote d'ailleurs. Je sais pas si tu la connais, Kevin. Non, Donc en fait, c'est l'astronome Carl Sagan, qui est une superstar aux États-Unis,
qui bossait sur un roman de science-fiction que vous connaissez peut-être et qui s'appelle Contact. Contact, il a été adapté en film en 97 par Ouais. Robert Zemeckis, et c'est un très très bon film de science-fiction. Et donc lorsqu'il écrit Contact, donc le film a été adapté de ce livre-là, et quand il écrit Contact, il cherche un moyen, c'est un livre de science-fiction, hein, c'est pas un livre de science, il cherche un moyen pour des humains de se balader dans la galaxie de manière la plus simple possible, mais aussi de la manière la plus rigoureuse scientifiquement parlant. Et donc lui, il n'est pas spécialiste des trous noirs et tout ça, donc il va voir un spécialiste des trous noirs qui s'appelle Kip Thorne, et qui est grand spécialiste des trous noirs, et il lui demande est-ce que tu n'aurais pas un moyen, en utilisant des trous noirs, de faire voyager mes protagonistes à travers l'univers et de faire des espèces d'autoroutes spatiales comme ça. Et donc Kip Thorne, il se pose dans un train, il est en trajet de train, donc il se pose, il écrit des petits calculs sur un coin de table, et il finit par découvrir les équations du trou de verre. Et donc il a réussi. Enfin voilà, à partir de là, on a ce concept de trou de verre, de pont Einstein, Rosen, Podolsky, euh, qui sont basés à la base d'un roman de science-fiction. Donc c'est assez rigolo. Ouais, bah oui. Là-bas, c'était vrai. Par contre, on n'a jamais, Je connaissais pas, ouais. observé de trous de verre dans la nature, hein, malheureusement. Ce serait bien. Moi, j'aimerais bien que ça existe. Oui, un peu comme dans le film Interstellaire. Exactement, exactement. Mais le problème avec les trous de verre, c'est qu'ils ne peuvent pas être stables, en tout cas pas de ce qu'on sait à l'heure actuelle. Parce que pour produire un trou de verre, il faudrait alors déjà deux trous noirs, et puis pour les relier, il faudrait ce qu'on appelle un anneau de matière exotique dont la masse est négative. Alors la masse positive, on voit ce que c'est, hein, on pèse 10, 20, 30, 50 kilos, 70 kilos. Par contre, une masse de moins 70 kilos, c'est plus difficile à trouver. Et du coup, voilà, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, hein. Dans les calculs, c'est juste mettre un moins, et ça c'est plutôt pratique. Dans la vraie vie, bon, on ne sait pas si ça existe. Voilà. Du coup, j'avais une question du coup par rapport au trou de verre. Est-ce que c'est obligatoire de les trouver derrière un trou noir? En fait, un trou de verre et un trou noir, je pense que... En fait, je sais pas, pour être très honnête avec toi, parce que je ne suis pas spécialiste du sujet, donc je peux pas t'en dire beaucoup plus, mais je sais que c'est un objet théorique. En fait, il y a plein de manières de former des trous noirs dans la nature, hein. Il n'y a pas besoin de former ça avec une étoile. On peut former des trous noirs avec du vide. Ça, c'est le truc assez fou avec la relativité générale, c'est qu'il n'y a même pas besoin de matière. Un trou noir, c'est une région de l'espace-temps. C'est pour ça que j'ai pas défini ça comme une étoile. Mais il se trouve que dans la vraie vie, la plupart des trous noirs se forment à la fin de la vie d'une étoile, ou alors au centre des galaxies, mais on ne sait pas trop comment ils se forment. Et donc je sais pas si il faut un trou noir, s'il faut plusieurs trous noirs pour créer un trou de verre, mais voilà, s'il y a des gens qui ont la réponse, je suis ravi de l'entendre. Ouais, d'accord. J'avais écouté ça il y a pas très longtemps et ça vient de me revenir à l'instant. D'ailleurs, je dis ainsi, les trous noirs intéressent des gens qui te regardent. Je conseille un bouquin qui s'appelle Trous noirs et distorsion du temps, de l'astrophysicien Kip Thorne, donc le mec qui a inventé les trous de verre, où il raconte, voilà, ça se lit un peu comme un roman. Moi, j'ai lu ça quand j'étais au lycée et ça m'a passionné. Et voilà, donc je conseille à tout le monde Trous noirs et distorsion du temps, c'est génial. On fait pas mal de pubs de bouquins. On va se retrouver avec des bibliothèques complètes. Moi, je suis un book club, hein. Quand on m'invite, je donne des références et en général, Mais c'est voilà, bien, c'est bien. c'est une bonne chose, je pense.